Autre l'affaire de trafic d'influence qui accable la présidence de la République, les derniers propos tenus par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mais également le discours du président de la République à la 77e session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Où va le pays de Félix Tshisekedi à un peu plus d'une année des prochains scrutins? Le budget 2023 estimé à un peu plus de 14 milliards de dollars américains. Une première, oui, mais qu'en est-il du panier de la ménagère et des investissements au pays? Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité, puisque la vérité n'est pas qu'une, puisque cette vérité est diversifiée, puisque cette vérité en République démocratique du Congo porte désormais les couleurs d'une tendance politique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, dans le cadre de votre émission, Jean-Thierry Mossenepo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours président de la Ligue des jeunes de la CCE. Oh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai assez de cheveux blancs pour que je quitte la Ligue des jeunes. Mais toujours, moi je sais qu'on a fait plusieurs émissions ensemble, mais je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Ah, mais bien sûr. Toujours. Ah, mais bien sûr. Les jeunes de mon parti aiment que je continue à être avec eux, donc qu'est-ce que je peux faire? Je suis Il n'y a un vieux pas jeune. une autre fonction que vous méritez au sein de parti, secrétaire général, ou toujours rester là? Je pense que nous allons organiser un congrès avant les élections prochaines et qu'au sortir de ces assises, il y aura sûrement une répartition des tâches qui permettra sûrement ou qui occasionnerait que je puisse finalement laisser à un plus jeune la responsabilité de la Ligue et aller briguer d'autres responsabilités au sein du parti. On parle de Lambert Mende, votre autorité morale qui vient d'être reconduite dans ses fonctions de PCA, président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises. C'est quoi? C'est une récompense politique ou parce qu'il fait bien son travail, encore que même s'il n'est pas dans la gestion? Non, c'est plutôt une question de... Gestion quotidienne. Il n'est pas dans la gestion quotidienne, mais vous savez que dans le cadre de l'OADA, le conseil d'administration et le chairman qu'il est jouent un rôle important. Et c'est l'impulsion qui a été apportée à cette entreprise qui a permis à ce que le chef de l'État redonne confiance à cette équipe. Parce que, rappelez-vous que les lignes maritimes congolaises étaient une entreprise en plein banqueroute. Il était question carrément de mettre la clé sous paillasson. Il était même à un moment pensé de pouvoir la dissoudre pour donner les prérogatives des lignes maritimes congolaises à une autre entreprise de l'État. Mais grâce à l'arrivée de ce comité de gestion et de son PCA, il y a eu un travail qui a permis, d'une part, de récupérer les droits de trafic maritime que la RDC ne percevait plus depuis plusieurs années, d'étendre cette assiette de droits de trafic maritime, mais aussi d'investir dans le sens de l'acquisition des nouveaux unités flottants, les vaisseaux qu'on appelle, les bateaux, pour permettre à ce que les lignes maritimes congolaises reviennent comme à l'époque de la CMZ du maréchal Mobutu. Donc ce travail a été bien vu de la part du gouvernement, mais aussi du président de la République, ce qui explique à ce qu'on puisse redonner cette confiance à l'honorable Lambert Mende. Et ça montre, en tout cas pour certains, il y a eu plusieurs nominations dans beaucoup d'entreprises étatiques ici au pays. Certains parlent de nominations beaucoup plus politiques que techniques ou sur base des compétences quand même. Non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque si vous observez très bien, à part le fait qu'il y ait des PCA ou administrateurs qui sortent des carcans politiques, la plupart des directeurs généraux sont des fils maison. Le cas de Lignes maritimes congolaises, par exemple, l'actuel directeur général est un ancien directeur des Lignes maritimes congolaises. Il connaît la boîte. Et quand vous allez dans d'autres entreprises, c'est le cas aussi. L'office de route, l'actuel directeur général aussi est un cadre de cette société. C'est le cas de plusieurs entreprises. Et c'est les CEO, les directeurs généraux qui engagent la société, qui déterminent et qui appliquent la vision et l'objectif de la société tel que défendu et approuvé par le conseil d'administration. On va très rapidement parler sur votre autorité morale, on parlera de vous tout à l'heure. Et en train de prendre ses marques autour du président, il y a cette confiance qui s'est installée, c'est plus le Mende méchant que les proches du pouvoir actuel qualifié hier de tous les noms. C'est un autre Mende qui est actuellement aux côtés de Tshisekedi. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu énormément de diabolisation en ce qui concerne notre chef de parti. Beaucoup ont plutôt dit que le travail qu'il a fait était partisan. C'était un travail clivant
ce qu'il faisait était en dehors de pacte républicain, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, plusieurs personnes admettent que la bataille menée par Lambert Mende en tant que porte-parole du gouvernement n'a été que pour la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. Le temps lui donne raison d'après Le temps lui donne raison. Et qu'aujourd'hui, on reconnaît en lui ce souverainiste qui a défendu les intérêts de la RDC alors qu'il y avait énormément de vents contraires. Et que grâce à cette détermination, il y a eu la voix de la RDC qui a été entendue. De la part d'un porte-parole du gouvernement, on ne parle pas d'un porte-parole du président ou du chef de l'État. On peut dire d'un simple porte-parole, ce n'est pas pour le minimiser. Du gouvernement. Donc, voyez la fonction et voyez jusqu'où la voix a été portée. Ça veut dire que le travail a été apprécié et aujourd'hui reconnu par plusieurs. Et beaucoup aujourd'hui ont compris que la bataille de la CCU n'est pas une bataille de positionnement où nous cherchons forcément à être dans le giron du pouvoir, pas du tout. Mais c'est plutôt une bataille qui cadre avec notre vision et notre idéologie, qui est une idéologie lumumbiste. Nous défendons notre idéologie qui est celle qui se base sur les principes de souverainisme, les principes du respect de la RDC, les principes du respect de l'intégrité de notre territoire, mais aussi le respect de l'homme congolais. C'est toujours ça qui a été notre boussole et qui sera à jamais notre boussole. Vous dites que la CCU n'est pas dans une guerre de positionnement, sa bataille n'est pas fondée sur ça, mais vous-même, Thierry Monsenepo, vous lorgnerez sur un poste ministériel. Donc quand vous prêtez les intentions de vouloir devenir le prochain porte-parole du gouvernement, comme si vous vouliez marcher sur les traces un peu de votre autorité morale, qu'est-ce qu'il en est au juste? Vous voulez prendre la place de Mouyaya? Il ne fait pas bien son travail? D'abord, pour commencer, j'ai toujours été très fier du fait que le chef de l'État ait donné la chance à notre génération, en commençant par le Premier ministre, en passant par le ministre Mouyaya également, et bien d'autres qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui sont en train de marquer leurs preuves, et le ministre Mouyaya en fait partie. Je suis moi-même évoluant dans ce secteur depuis très longtemps, et je peux vous assurer que c'est assez rare de voir un ministre qui prête l'oreille à ses assujettis en tant que tutelle administrative, mais aussi du travail que nous faisons avec lui autour de l'amélioration des conditions des entreprises que nous sommes qui travaillent sous sa tutelle et des entreprises de presse aujourd'hui appelées éditeurs de programmes. Depuis que le ministre Mouyaya est là, il n'y a pas de chaînes qui ont été fermées, mais il y a des éditeurs de programmes qui ont été appelés à mettre en ordre leurs dossiers. Il y a aujourd'hui des pans du secteur numérique qui sont en train d'être développés grâce à lui. Aujourd'hui, penser que Thierry Monsenepo serait en train de lorgner le poste de quelqu'un, c'est mal connaître Thierry Monsenepo. En instrumentalisant notamment les syndicalistes de la RTNC qu'on a vu. C'est mal connaître Thierry Monsenepo parce que Thierry Monsenepo est un politique averti. Aucun politique averti ne peut lorgner sur le poste de qui que ce soit. Le politique averti se bat pour servir sa nation ou que sa nation va l'envoyer. Imaginez aujourd'hui que vous lorgniez sur le poste d'un DG d'une entreprise X ou Y et que l'on ne vous nomme pas. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Par contre, lorsque vous servez avec la détermination de ne donner que le meilleur de vous-même pour votre pays ou que l'on va vous envoyer, vous êtes prêt à travailler. On vous a vu récemment Ça, c'est d'une part. D'autre part, rapidement, il faut vraiment être niais pour croire qu'on peut virer un ministre puisque des syndicalistes ont eu à manifester. Si c'était le cas, ce pays ne compterait aucun ministre de l'EPST qui ferait une rentrée scolaire, puisqu'à chaque rentrée scolaire, sauf celle-ci où le ministre Tony Mwaba a fait un travail exceptionnel, où il n'y a pas eu de grève, mais d'antan, il y a toujours eu des grèves. Donc ce n'est pas ça qui puisse faire partir un ministre. Moi, je pense par contre que ce qui s'est passé à la RTNC, puisque vous faites allusion à ça, avec les syndicalistes, dont une femme agente, qui a brisé la sécurité du président pour apporter un mémo, nous avons tous suivi ça. C'est un acte qui fait très mal, parce que ceux qui y travaillent sont des Congolais. Mais aussi, il faut savoir que le ministre de la Communication n'est pas seul à déterminer les paiements des primes des agents de son secteur. Il faut tenir compte du ministre du Budget et du ministre des Finances. Donc, l'interpellation qu'il y a eu des agents de la RTNC vers le président de la République n'est pas du tout un acte contre le ministre de la Communication. Beaucoup de gens se trompent. C'est un acte d'interpellation envers
le chef de l'exécutif. Donc on ne le fait pas devant le chef direct et qu'on va directement le chef de l'État. Bon, permettez-moi la tautologie. Il faut comprendre que ce sont des Congolais. C'est eux qui l'ont voté. Et de ce côté-là, je remercie le chef de l'État d'avoir demandé à ses services de sécurité de laisser cette femme lui parler et lui donner le mémo. Mais je répète ici que ce travail concerne aussi le ministre du Budget et des Finances qui doivent apporter des réponses aux problèmes et aux desiderata de ces agents. Si à chaque fois qu'il y a une réaction ou une position prise par les syndicalistes et que l'on commence à chercher qu'il y a des politiques qui mettent la main dessus, on ne va jamais résoudre les problèmes de nos concitoyens. Il faut chercher à comprendre le problème et à les régler. Comprendre le problème et à le régler, puisqu'on parle des différents ministères, on parle également, vous lorgnerez, vous avez dit non, vous ne lorgnez pas sur un ministère précis, mais vous allez tout prendre. Si on vous nomme DG, vous partez, ministre, vous prenez. Donc tout ça, vous êtes dispo. Même administrateur du territoire, pourquoi pas? Qui sait, peut-être à Maïndombe, on pourquoi en parlera. Pas pour servir mon pays. Est-ce que j'ai un choix principal? Surtout là-bas, en parlant des ministères, des postes ministériels, d'aucuns souhaitent de tous leurs voeux le changement ou le remaniement pour certains, le changement carrément pour d'autres. Quelle est la bonne option pour vous? La bonne option pour moi serait un séminaire qui permettrait aux membres du gouvernement, à certains, il faut le dire, de pouvoir mieux mettre à jour leurs agendas de travail. Encore? Mais il y en a eu au début. Non, mais ça n'empêche pas. Encore, dans le secteur privé, nous on le fait. On ne vient pas apprendre dans le secteur de l'État, vous répondront les Congolais. Non, dans le secteur privé, nous on le fait. On fait des séminaires de mise à niveau chaque 6 mois pour permettre à ce que les agents puissent se mettre en ordre par rapport aux targets qui leur sont donnés. Nous devons nous mettre en tête une chose. Dans une année, nous allons aux élections. Le gouvernement Sama a fait énormément. Et les réalisations sont de plus en plus palpables. Je pense qu'en cet instant, faire partir le Premier ministre, faire un remaniement, va prendre le temps qui devait nous permettre aujourd'hui de consolider ce qui est en train d'être fait pour nous permettre d'avoir un discours à présenter aux populations dans une année. Il nous reste, il faut être réaliste, 12 mois à tout donner pour que nous puissions revenir devant le peuple et demander un second bail pour le chef de l'État. Nous devons permettre à ce gouvernement de travailler, à ces entreprises publiques de continuer à mettre en place les réformes qui ont été menées par le ministère du Portefeuille et les différents ministères sectoriels de tutelle technique pour permettre à ce qu'on puisse avoir un discours demain à emmener devant les populations congolaises pour le bail du chef de l'État. On peut s'en demander, les gens de se dire qu'est-ce qui va être fait qui n'a pas pu être fait en 4 ans. Beaucoup peut être fait. Beaucoup peut être fait, surtout que maintenant, il y a un budget d'ordre de 14 milliards qui devra être voté pour exécuter ce budget, pour mobiliser les recettes. Il faudrait que les ministres sectoriels concernés puissent travailler. Donc moi, je pense que le temps qui nous reste doit être un temps où nous devons consolider ce qui a été fait, marquer d'autres buts et permettre à ce que dans une année, nous ayons une gibecière de solutions que nous apportons devant les populations pour que le chef de l'État soit réélu. Nous n'avons pas besoin des combats d'individus. Mon Sénépo doit être ici, un tel autre doit être là-bas. On n'en a pas besoin. Ce qui compte pour nous maintenant, c'est de l'abnégation, c'est de la résilience dans le chef de chaque personne pour que nous puissions aller de l'avant. En ce qui me concerne, je pense que Sama Lukonde et son gouvernement travaillent comme il faut et que nous devons leur apporter notre appui, nous tous comme hommes politiques, comme Congolais, comme Congolaises, pour qu'il y ait beaucoup plus de résultats et pour que ce qui a été fait puisse être consolidé. Quels sont les secteurs qui n'ont pas marché et qui doivent subir cette remise à niveau? En tout cas, en ce qui me concerne principalement, je vous parlerai du secteur de l'intérieur. Le ministère de l'Intérieur doit être beaucoup plus efficace pour apporter des réponses adéquates très rapidement aux questions qui sont en train de déranger les Congolais. Lorsque vous voyez le chef de l'État prendre à bras le corps la question du Kwamoud, ça signifie qu'il y a eu des réponses qui n'ont pas été données aux populations, raison pour laquelle le président de la République lui-même a pris le dossier à bras le corps avec les chefs coutumiers. Ce n'est pas normal. Donc la personne qui occupe ce ministère a failli, donc il faut le changer. Est-ce qu'il faut une remise à niveau? C'est aussi ça. Peut-être changer, mais aussi des remises à niveau, des remises à question, c'est des choses qui arrivent.
Il faut éviter que nous puissions à chaque fois être en train de subir les choses. Ce n'est pas normal qu'à la porte de Kinshasa, il y ait de telles situations, il y ait de tels mouvements des populations à cause de l'insécurité, à cause des problèmes qui peuvent être réglés lorsque l'information est réellement collectée à la base et renvoyée au sommet. Il faudrait, si réellement les administrateurs des territoires travaillaient, ces informations allaient déjà être remontées et si le ministre de l'Intérieur était suffisamment proactif, donner des réponses qu'il fallait pour que très vite, on puisse trouver des solutions à ces problèmes. Ce n'est pas normal que jusqu'à ce jour, il y ait encore des gens qui sont en train de mourir à Kwamouth. Ce n'est pas normal que la RN1 continue à être bloquée dans certains acteurs pour éviter à ce que les gens soient attaqués. Donc l'actuel ministre de l'Intérieur a failli. Pour moi, il faut nécessairement revoir les prérogatives du ministre de l'Intérieur pour qu'il puisse être plus alerte, pour qu'il puisse mieux répondre. Et là, je ne parle que de Kwamouth. Dans le Sankourou, que ne sont pas les rapports que nous lisons dans les médias que la société civile envoie sur les coupeurs de route? Comment est-ce qu'au XXIe siècle, il peut y encore avoir des coupeurs de route? Ce n'est pas normal. Il faut nécessairement qu'il y ait un travail qui soit fait pour permettre à ce que les choses puissent aller de l'avant. Quel autre secteur? Il n'y a que l'Intérieur? Il y a aussi le ministère de l'Économie, qui est un ministère important qui doit... actuellement occupé par celui de Finances. Celui de Finances fait un très bon travail en tant qu'intérimaire. Il faudrait qu'il y ait un autre ministre qui vienne occuper ce poste. Mais en tout cas, je peux vous dire que le travail abattu par le ministre Nicolas Kazadi en quelques temps est exceptionnel. En ce qui me concerne, si on devait prendre mon avis, je demanderais qu'on puisse combiner les deux ministères, puisque, en tout cas, il fait un travail exceptionnel. Et en partie, la crise que nous venons de connaître en ce qui concerne la rareté des produits pétroliers a été résorbée en partie grâce au doigté du ministre Nicolas Kazadi. Et l'autre partie, c'est grâce au ministre des Hydrocarbures. Bien entendu, mais ce que les gens oublient, c'est que la structure des prix, le paiement des fournisseurs, des pétroliers, il faut le dire, la part de ce que l'État doit ajouter comme subvention sur le prix du litre à la pompe ne dépend pas du ministre des Hydrocarbures. Des fois, nous attaquons le ministre des Hydrocarbures pour rien. Alors que la question des paiements, la question de la structure de prix concerne aussi d'autres ministères qui entrent en compte dans le travail qu'il fait, notamment le ministère de l'Économie, le ministère de l'Économie et le ministère des Finances. Il y a des choses à améliorer, des choses à changer à une année des élections. Le budget actuellement, c'est 14 milliards. En tout cas, c'est le budget un peu plus de 14 milliards qui va être présenté. Mais on se dit, autant que le budget est en hausse, autant de l'autre côté, le panier de la ménagère souffre de plus en plus. Comment expliquer ce contraste? D'abord, il faut savoir une chose, Madame Élisée, c'est que nous aurons pu connaître le pire avec la situation que connaît le monde. Vous savez que le monde d'aujourd'hui n'est plus le monde de l'après-1945, où on pouvait dire que la guerre mondiale, ça ne se passe qu'en Europe. Nous, ici, nous sommes tranquilles. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, un papillon bat son aile en Chine, il y a des tourbillons aux États-Unis. C'est pour vous dire que les conséquences de ce qui se passe dans le monde ont des répercussions partout. Il y a deux crises majeures qui ont précédé la période actuelle. Il y a d'abord la crise liée au Covid-19 qui a paralysé l'économie mondiale, qui a apporté une décroissance extraordinaire. Il y a la guerre en Ukraine, qui a des conséquences énormes aussi sur l'économie mondiale. Beaucoup d'experts sont même en train de prévoir qu'il y aura une crise comme celle de 2008 en 2023. La crise financière. En 2023, on risque d'avoir une crise de subprime comme ça a été le cas en 2008, à cause de cette succession de crispations liées à la Covid-19 et ensuite à la guerre en Ukraine. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans le monde entier, surtout en Europe, le prix seulement du pain a augmenté de 18%. Le prix du carburant a augmenté de 50%. Ce n'est pas S'il vous plaît, je suis en train de venir, madame. Je suis en train de venir. Que tout était produit par l'Ukraine et que le monde entier dépendait de l'Ukraine. Non, madame, ce n'est pas ça. Avec la guerre en Ukraine, c'est important. On se rend compte que le monde je vous donne un seul exemple, madame. Ouais. Aujourd'hui, si la RDC est en guerre et décide de ne plus exporter le cobalt, celui qui va acheter son iPhone aux États-Unis, il va l'acheter très cher. Ou son Huawei en Corée du Sud, il va l'acheter très cher. Le monde aujourd'hui fonctionne comme ça.
Donc il faut comprendre que ces conséquences-là ont été mieux jugulées par le gouvernement et c'est parmi les choses qui ont fait qu'il y ait exactement cet essoufflement de la croissance de notre PIB. Maintenant, en ce qui concerne l'actuel budget, il faut dire une chose, c'est que le budget est une loi de prévision de ce que l'État va encaisser et va dépenser. Donc ce n'est pas de l'argent qui est cantonné en banque, dans une banque X ou que nous allons prendre et dépenser. Donc ça signifie que l'État aujourd'hui a évalué sa capacité de récupérer les sous auprès des contribuables et tout ce qu'il y a comme taxes fiscales et parafiscales et qui va dégager un solde de 14 milliards. Et en dépenses et aussi en investissement. Maintenant, par rapport à ça, il faut attendre l'exécution de ce budget pour dire voilà que le gouvernement a échoué en ce qui concerne le panier de la ménagère. Donc, pour le budget, par le fait, tu sais qui s'est passé pour le budget de 14 milliards, c'était 10 milliards. C'était 10 milliards l'année passée. En fait, en 2022, ici, c'était 10 milliards. On nous a brandi toutes les raisons que vous venez de nous brandir. Non, rien n'a changé. Si aujourd'hui le gouvernement... À quoi ça sert d'avoir un budget de plus en plus en hausse si cela n'impacte pas le petit Congolais? Mais madame, ce que vous dites, c'est que vous ignorez paisiblement l'augmentation des salaires des fonctionnaires de l'État. Le réajustement. De 30%. Vous mettez de côté les nouvelles unités qui ont été engagées et qui sont prises en charge par l'État aujourd'hui. Vous mettez de côté les milliers de kilomètres de routes qui sont en train d'être réhabilités au travers de la République. Vous mettez de côté les différents investissements de l'État, entre autres la subvention sur le carburant. C'est la partie la moins lotie. Bah oui, madame, les investissements vous imaginez 40% que l'État dépense pour chaque litre que vous achetez à la pompe de carburant. Mais ce n'est pas un investissement, le s'il vous plaît, madame, après. s'il vous plaît, madame, c'est de l'argent qui est dépensé par le Trésor public. Mais ça n'a rien à voir avec l'investissement. Madame, mais attendez, la conséquence de cette absence de subvention, ça aurait été quoi? Ça aurait été l'augmentation des prix des produits dans le marché. Parce que celui qui transporte le foufou... Mais ça nous rattrape aujourd'hui, ces décisions populistes. Ça nous rattrape parce qu'aujourd'hui, le prix du litre est à la hausse, même si on y va graduellement. Mais il faut qu'on arrive mais l'État continue à subventionner pour permettre à ce que la population soutienne. Lorsque l'État... Lorsque l'État dépense pour réhabiliter Mama et moi, lorsque l'État dépense pour faire la route qui quitte Lodja, Benadibele, jusque dans le Kasaï central, sur à peu près 264 km. D'après vous, cet argent vient d'où? Plus de 80%, on va voir la reddition de compte, ce qu'il en est, mais vous savez que depuis les précédents budgets, on vous dira, les faits l'attestent d'ailleurs, plus de 80% de notre budget est affecté à la paye des fonctionnaires, à la paye... Oui, ça c'est une réalité. C'est une réalité et que par rapport à l'investissement, il y a Vous êtes en retard. Le chef de l'État l'a dit lors du dernier Conseil des ministres. Il a dit qu'il faudrait, pour le prochain budget, penser à la réduction de temps de vie des institutions. Il fallait attendre 4 ans, en fait. Non, 4 ans après pour dire... Qui a attendu 4 ans? Il faut savoir une chose, c'est que nous sommes dans un état de reconstruction. Un État qui se reconstruit, c'est tout à fait normal que cet État dépense énormément en ce qui concerne la dépense de fonctionnement des institutions. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer, madame. Il faut se mettre en tête que nous avons accumulé plusieurs actions d'ordre de réforme au niveau de nos institutions. La démocratie a été enclenchée, ça ne fait pas très longtemps dans notre pays, avec une déclinaison des institutions. Pas très longtemps, on parle de 20 ans, d'une vingtaine d'années. S'il vous plaît, madame, hier, il n'y avait qu'une seule Cour suprême de justice. Elle s'est déclinée aujourd'hui en Conseil d'État, en Cour de cassation, en Cour constitutionnelle. Tout cela, c'est des frais en plus. C'est ça le coût de la démocratie aussi. On a décidé de faire des élections universelles à suffrage direct. C'est un coût. On a décidé de pouvoir avoir une CENI indépendante avec des frais de fonctionnement et non que les élections soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Ça a un coût. Ouais. Tout cela on a décidé de payer le président, les conseillers de la présidence, les ministres, les députés nationaux à des taux exorbitants. C'est un choix.
Qu'est-ce que vous entendez par exorbitant, madame? Qu'est-ce que vous entendez par Quand on parle exorbitant? de 21 000, quand on voit les chiffres qu'on nous brandit... Cette histoire de non, mais 21 000, c'est cette histoire, mais quand on voit... Lorsqu'on questionne la loi budgétaire, on retrouve le salaire ou l'émolument du député de l'ordre de 14 millions de francs. Lorsque l'on questionne les députés eux-mêmes, ils attestent toucher 14 millions. Ça, c'est sans les primes, hein, sans les réserves parlementaires. Mais non, d'où est-ce que les gens tirent? Non, les députés vous diront, il y a la partie émolument, il y a la partie primes et autres frais, et il y a la partie réserve parlementaire. Quand vous combinez les deux, écoutez, vous atteignez ces montants-là, en tout cas pour certains. Alors, pour un État aussi faible que le nôtre, qui décide de payer généreusement ses élus nationaux, ses ministres, son président, les conseillers du président. Celui qui décaisse l'argent s'appelle le ministre des Finances. Il dit que dans ces bordereaux qui concernent les émoluments des députés, ça lui coûte 14 millions. Mais non, comment vous pouvez venir là et m'attester autre chose? Si l'Assemblée nationale, sur le plan organisationnel interne, ponctionne sur ses frais de fonctionnement pour ajouter un surplus ou un bonus sur ce que touchent les députés. Ce n'est pas ce que touche un député comme salaire. Là, on revient sur la question de combien coûte un député. Votre ancienne autorité morale disait à l'époque, ces députés vous coûteront très cher, et on est en train de vivre cela. En fait. Ils coûtent très cher à qui? À l'État congolais, à l'Union sacrée, ou à l'actuel président de la République. Pas du tout. À l'Union sacrée, comment? L'Union sacrée ne dirige pas les institutions. L'Union sacrée est une... on s'achète une certaine stabilité politique au niveau des institutions. Cette stabilité est d'abord due au fait que la majorité de ces députés ont cru dans le discours, la démarche et la vision du président de la République. Donc d'où ils doivent devenir ça aussi exigeants. Non, ils n'ont pas été exigeants. Ils sont en train de gagner ce qui est prévu au niveau de la loi budgétaire. Vous trouvez ça normal? Si l'Assemblée nationale, sur le plan interne, ponctionne dans ses frais de fonctionnement pour ajouter quelque chose aux députés, cela ne concerne pas le ministre des Finances qui a été très clair. Personne n'attaque le ministre des Finances, mais on est en train de parler du budget, comment est-ce qu'il est réparti? Comment est-ce qu'on se retrouve dans une société telle que la nôtre ici, de manière unanime, avec de telles tout le monde est d'accord que les institutions bouffent énormément. Le fonctionnement de nos institutions est exagéré. Et le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, je vous le répète, l'a dit. Et a recommandé. Et ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres qui l'ont dit bien avant, mais ils ont été traités de tout le nom. Quand on parlait de la réduction des trains des vies, on disait que c'était du populisme. Maintenant, ça vous rattrape, vous, de l'Union sacrée. Non, personne n'a dit que de tels propos sont en train de friser le populisme. Aujourd'hui, nous disons que cela est important. Cela est important, pourquoi? Parce que nous avons un budget de l'armement et de la sécurité qui est en nette augmentation par rapport aux opérations militaires tactiques qui se passent dans l'Est. Nous avons un besoin d'investissement pour la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. On ne peut plus se permettre de continuer à dépenser énormément d'argent dans les fonctionnements des institutions. Et je pense que pour réduire cela, il n'y a pas une autre magie que la loi budgétaire. On parle de la situation sécuritaire. Le président s'est exprimé. Moi, ce qui m'a... Alors, je vais le dire parce que je l'ai écrit. J'ai suivi, pas tous les discours, mais quelques-uns, avant en tout cas, celui du président de la République. Et on remarque quand même l'absence de la question sécuritaire congolaise dans la bouche de plusieurs chefs d'État. Que ce soit africain, on peut commencer par Macky Sall, qui est aujourd'hui président de l'Union africaine, qui a parlé de la crise russo-ukrainienne sans parler de la crise dans la partie est du pays. On peut en dire autant du président de la France, mais c'est vrai que le discours continue un peu. On est si seul que ça? Pas du tout. Comment est-ce qu'on peut être seul alors que nous sommes 80 millions de Congolais, et même au-delà? Comment est-ce qu'on peut être seul alors que nous sommes 26 provinces et que tous nous parlons et nous pensons qu'il est nécessaire que nous puissions réajuster notre question sécuritaire? Attendez, madame, moi je ne suis plus de cet avis de continuer à croire en une manne extérieure qui pourrait venir sauver la RDC. Il faut être réaliste. Faites preuve de naïveté. Nous sommes, s'il vous plaît, madame. Oh, bah oui, parce que vous êtes conscient que la question congolaise, on ne peut pas la résoudre seule. Laissez-moi vous le dire, madame. Le président de la République a compris ça depuis très longtemps. Avant même que le secrétaire général de l'ONU, de sa manière doucéâtre, vienne dire que la MONUSCO n'a pas les capacités de combattre le M23. Vous pensez que c'est pour rien que le chef de l'État a lancé
les assises de Nairobi. C'est pour rien qu'il a fait impliquer la SADC, l'East Afrique et la CIRGL dans cette question épineuse de la sécurité de notre pays dans l'Est. C'est parce qu'il savait qu'il faut nécessairement aller vers ce qu'on appelle l'African Ownership. Nous devons nous-mêmes, au niveau de notre sous-région, au niveau de notre région, réfléchir à comment trouver des solutions à nos problèmes. Donc pour nous, Congolais, ce qui importe, c'est quoi? Ce qui importe, c'est que nous puissions avoir un chef de l'État responsable qui puisse, du podium des Nations Unies, épingler les questions importantes, notamment celles de la sécurité de notre pays. Oui, mais ce qu'il a dit, c'est du déjà entendu. Hein. Non, il n'y a rien de nouveau. Entendu. Il a pointé le Ce Rwanda, n'est pas ça, du on déjà le savait. entendu. Citez-moi. C'est quoi la nouveauté? Citez-moi, quel est le chef de l'État qui a eu le courage, à 4 fois, au cours de cette année, d'attaquer ouvertement comme ça le Rwanda, qui à l'époque était appelé pupille d'une secrétaire d'État des États-Unis. Attaquer ouvertement le Rwanda, qui aujourd'hui soutient Bunagana, qui n'est pas entre les mains de Tshisekedi, qui n'est pas entre les mains des forces loyalistes. De quelle attaque vous parlez? Madame, mais lorsque vous allez... Ce sont des simples paroles qui ne font pas fléchir le Rwanda. Hein? S'il vous plaît, madame. Kagame n'a que faire des paroles. Hein? Lorsque vous allez dans un hôpital et que vous êtes malade, avant de vous soigner, le médecin fait quoi? Il diagnostique d'abord le problème. Il nomme la maladie. Est-ce que quand... Le prédécesseur de Tshisekedi, laissez-moi parler, madame, s'il vous plaît. Lorsque le médecin dit « vous souffrez de la malaria », vous souffrez de la tuberculose, ou vous souffrez de l'Alzheimer, ce n'est pas dit qu'en le citant comme ça, il vous soigne. Ensuite d'avoir diagnostiqué le problème, reste maintenant le schéma technique de la thérapie. Donc, lorsque le président de la République cite la maladie, qui s'appelle le Rwanda, maintenant, il faut décliner la thérapeutique appropriée pour que nous puissions résoudre ce problème. Quelle est cette thérapeutique appropriée? Il l'a déclinée sur l'extrait des Nations Unies. 1. Que la communauté internationale cesse d'avoir ce double langage en attaquant réellement le Rwanda comme cela se fait entre la Russie et l'Ukraine. 2. Que la communauté internationale cesse de continuer à compromettre l'achat libre des armes par la RDC. 3. Que la communauté internationale appuie ce qui est fait aujourd'hui par l'East Afrique, par la SADC et la CIRGL. 4. Que la communauté internationale puisse être finalement convaincue du rapport des experts des Nations Unies que le président de la République a demandé à ce qu'il puisse être distribué dans la salle. Et finalement... Dans la salle où il n'y avait que des Congolais pour la plupart, hein, des gens de sa délégation. S'il vous plaît. Et finalement, que le Conseil de sécurité puisse appliquer une de ses décisions, c'est-à-dire le retrait de l'armée rwandaise du sol et du territoire congolais. Et il en a mis du temps avant d'arriver à cette thérapeutique parce que son prédécesseur qui était là pointait déjà du doigt le Rwanda qu'il accusait de s'immiscer dans les affaires internes au niveau de la RDC. Quand Tshisekedi vient, il fait copain-copain avec le Rwanda, avec l'Ouganda, c'est d'ailleurs le cas actuellement avec l'Ouganda, il fait les frais de ses propres turpitudes, d'une naïveté quand même. Non, madame. C'était une stratégie aussi. Exactement. Imaginez si le président Tshisekedi avait honni dès l'entrée en fonction le président Kagame. Aujourd'hui, ce subterfuge apporté par le Rwanda disant que les FDLR sont entretenus par la RDC aurait pris gain de cause. Mais le président, s'il vous plaît, madame, le président de la République a dit « Je vais d'abord tendre la main au Rwanda. Quel est votre problème? Non, nous nous plaignons des FDLR. Ok. Sous mon successeur, voilà, on vous a remis certains FDLR par mon successeur et la MONUSCO. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Ok. Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour mettre la main sur ces gens? Oui, nous travaillons. Ok. Quel est le deuxième problème? Nous avons un problème de débouché économique. Mais c'est là où on parle de la naïveté. S'il vous plaît, non, madame, ce n'est pas... C'est là où certains parlent de la naïveté. Madame, comment vous voulez que quelqu'un qui se retrouve par la déstabilisation de votre pays puisse être un partenaire fiable? Madame, ce n'est pas de la naïveté. Est-ce qu'on peut dire que le monde entier a été naïf d'accepter de recevoir M. Poutine
lors des réunions de G7, de G8. Et même que lorsque la guerre a commencé, s'il vous plaît madame, et même que lorsque la guerre a commencé, d'aller le visiter à Moscou pour lui faire entendre raison. Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de la naïveté de faire preuve de bons sentiments envers l'autre? Est-ce que c'est de la naïveté de pouvoir démontrer à l'autre que je ne suis pas ton ennemi? Aujourd'hui, le monde entier et l'Afrique entière sait que la RDC n'a aucun problème avec le Rwanda. L'Afrique entière et le monde entier savent aujourd'hui que le président Tshisekedi a tendu la main. Et la personne qui a craché sur la main, c'est le président du Rwanda. On pointe du doigt l'ennemi des Congolais, on pointe du doigt le Rwanda est pointé du doigt, mais on se pose toujours la question de comment on fait pour arriver à mettre un terme à cette insécurité récurrente dans cette partie du pays. C'est ça? Non, mais les solutions sont doubles. La première solution, c'est d'abord apporter le développement. Et aujourd'hui, ça prend du temps. Je vous signale que Bunagana est occupé. Il fallait d'abord réunir les moyens. Et grâce au projet, notamment des 145 territoires, c'est un début pour répondre aux besoins primaires des populations. Deuxièmement, c'est de pouvoir combattre la pauvreté. Et les investissements aujourd'hui menés par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les constructions des routes d'intérêt africain, mais aussi d'intérêt national, est une partie de la réponse. Troisièmement, ça c'est à long terme. Hein, vous donnez des solutions à long terme. Ce n'est pas à long terme, c'est en train d'être appliqué. Je vous parle pour Bunagana. Comment on fait? Parce que maintenant pour Bunagana. Je repose la question sur Bunagana, parce que vous allez répondre une bonne fois pour toutes. Kabila laisse ce pays unifié, uni, avec ses 2 345 000 km², tel qu'on nous a appris. En une année des prochains scrutins, on se retrouve avec des pans, des parties, des quartiers du pays morcelés. Bunagana, on ne sait pas, aucune lisibilité ni méthodologie pour savoir comment est-ce qu'on récupère. L'été Keyaka, là, ça brûle, les banditismes urbains. C'est un pays en plein éclatement. C'est un échec assez patent pour le pouvoir. Vous voulez parler d'éclatement? Moi, je vous parlerai de l'éclatement qu'il y a eu entre 1998 et 2003. C'est ça l'éclatement. Lorsque un pan de notre pays est occupé par le Rwanda dans l'axe RCD et autres, par l'Ouganda dans l'axe MLC et RCD-KML et RCD-N. C'est ça l'éclatement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est sur 5% du territoire national. Encore que c'est en train... S'il vous plaît, madame, encore que c'est en train d'être résorbé. Donc il ne faut pas dire que nous sommes en train de faire éclater le pays. Comme il ensemble pour éclater ici. C'était pire que ce qui se passe à Kwamout. Est-ce qu'on a dit que le pays était éclaté? Même sous la férule de la Belgique, en 1958, nous n'étions pas encore indépendants. Il y a eu des émeutes. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas voir la gestion du pays à l'aune des troubles ou des cas d'insécurité qui sont en train de naître ici et là. Maintenant, en ce qui concerne Bunagana. En ce qui concerne Bunagana, il y a d'abord une chose qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est prouvé que c'est une agression. Ça quitte le sol national pour devenir une question internationale. D'où la prise en charge de cette question, non seulement par la RDC, mais aussi par certains pairs africains, notamment le Kenya, notamment l'Angola. Ce n'est pas dit que le Congo n'a pas un plan B. Ce n'est pas dit que le Congo n'est pas en train de se préparer pour faire une contre-offensive. Le plan B, c'était les forces est-africaines, pas forcément. Rwanda... Rappelez-vous, madame, rappelez-vous, ce n'est pas la première fois qu'une telle situation arrive. Rappelez-vous en 2012, lorsque l'opération Pomorange a été montée, nous avions assisté à la prise de Goma. Nous avions assisté au retrait de ce même M23 de Goma sans qu'il y ait une guerre ou quelque chose, et puis ils se sont retirés vers Rutshuru. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pendant que nous étions en train de signer les accords cadres d'Addis Abeba, il y a eu une attaque foudroyante contre ces rebelles, avec le général Baouma et Feu Mamadou. Est-ce que vous pouvez penser à cette époque-là que l'armée était en train de se préparer à faire une contre-offensive? Alors ne comptez pas sur moi pour venir ici devant vous, pour vous dire que voilà, j'étais avec le ministre de la Défense hier, voilà ce qui est en train de se préparer. Ne comptez pas sur moi. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'État congolais n'est pas irresponsable. Étant donné qu'il y a une démarche internationale qui est prise en compte, et que l'État congolais participe à cette démarche, sur le plan interne aussi, je peux vous rassurer que l'armée est en train de se préparer pour ce qu'il faut. En international, tout le monde est d'accord, voire même en interne, il faut parler. Maintenant, parler avec qui? Directement le M23? Ou parler
Avec qui devons-nous Le parler? chef de l'État a accepté de parler avec tous les groupements armés, les mouvements de défense des territoires. Il a ouvert un salon de discussion à Nairobi. Y compris le M23, on sait qu'il y a eu des problèmes. Y compris le M23 il avait écarté en tout cas. Pas avec eux parce qu'ils ont pris les armes. Voilà, il avait écarté. Mais est-ce qu'il peut revenir sur cette décision? Mais de quel M23 nous parlons? Parce qu'aujourd'hui, Bunagana est occupé par le Rwanda, pas le M23. Le M23 qui nous est présenté là n'est qu'un bras séculier du Rwanda. Il faut appeler le chat par son nom, madame. Concrètement, on fait quoi? Concrètement, ceux-là occupés par le Rwanda, mais on parle avec le Rwanda, avec ceux qui occupent Bunagana, on fait comment? Madame, la RDC a répondu présente à tout ce qu'il y a eu comme invitation pour parler. En Angola récemment, le chef de l'État a été très clair. Le chef de l'État ne peut pas parler avec un bras séculier, c'est un président de la République. Il va parler avec les agresseurs s'il faut parler. Mais qu'est-ce qui sera mis sur la table? Quelle est la revendication? La revendication qui est mise, c'est les FDLR. Ok. Mais les FDLR fantomatiques, comme a dit le président, ils sont où ces FDLR? Ils ont attaqué quel quartier, quelle commune, quelle localité du Rwanda? Mais attendez, cela ne marche plus. Il y a l'insécurité. On a parlé récemment de conflit Tekeyaka à Maïndombe. On a dit, en tout cas pour certains, l'insécurité risque d'être ces tendons d'Achille de Félix Tshisekedi ou de son mandat. Parce que là, il y a hérité d'un pays unifié, un pays plutôt calme, serein. Il risque de demander un autre suffrage dans un pays morcelé et balkanisé pour les plus pessimistes. Avec quel discours, quand il allait, si la situation perdure, on ne va pas faire la politique fiction? Madame, mais lorsque vous dites que le président de la République a hérité d'un pays en entier et tout ça, mais vous méconnaissez qu'il y avait des problèmes sous-jacents, énormément de problèmes, entre autres l'absence d'application de l'accord cadre d'Addis Abeba vu par le M23. Si parmi les causes qui, selon eux, du moins l'aile pasteur Runiga qui s'est rendu à Nairobi, ils disent qu'ils ont repris les hostilités parce que les accords n'étaient pas du tout respectés. Lorsque nous avons des provinces entières qui n'ont pas suffisamment d'infrastructures, vous pensez que c'est cela, laisser un pays tranquille? C'est des problèmes qui peuvent surgir n'importe quand. Donc le pays couvait sur énormément de problèmes. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce que l'État ou le pouvoir en place a la capacité de répondre ou de résoudre ces problèmes, oui ou non. C'est cela la question. La question, ce n'est pas de commencer à dire vous avez trouvé un pays, ceci, est-ce qu'il a sa capacité? Ben oui, on le compare par rapport à un prédécesseur. Maintenant, mais écoutez, maintenant, lorsque vous parlez des réponses que le gouvernement est en train de donner, on voit aujourd'hui, c'est vrai, moi je me suis plaint de la situation de Kwamouth, mais je me dis que la réponse elle est meilleure que ce qu'on a vécu avec Kamwina Sampou qui a duré très longtemps. Très vite, j'ai vu le président de la République recevoir les chefs coutumiers. Ce qui peut-être, si ça aurait été fait à l'époque, on n'aurait pas connu autant de morts en ce qui concerne la situation des Kamwina Sampou. Aujourd'hui, avec la situation des M23, ils n'ont pas pris une ville importante comme Goma ou comme Bukavu en 2003. Et une cité assez importante, ils sont en train de s'organiser, de structurer. Attendez, vous voulez qu'on aille dans les comparaisons? Il faut faire attention quand même de la manière dont on parle de Bunagana. Madame, comme si s'il vous plaît. À l'époque, ils ont dépassé Bunagana, ils sont arrivés jusqu'à Goma. En 2012. En 2003, c'était pire, jusqu'à Bukavu. Donc comprenez aujourd'hui que si ces M23 là sont cantonnés là où ils sont, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Si aujourd'hui les Codeco sont... Parce qu'on ne parle que de M23, mais on oublie ceux qui tuent nos populations aussi. Les ADF et les Codeco, si aujourd'hui ils sont maîtrisés, c'est parce qu'il y a un travail qui est fait. Donc il ne faut pas méconnaître cela. Très rapidement, on va bientôt terminer avec l'affaire de la semaine ou de la semaine passée, de cette semaine. C'est l'affaire Didier Chimanga. On risque de dire encore un conseiller du président de la République accusé, il n'est pas encore accusé, mais peut-être pas pris en flagrant délit. Mais comment vous analysez ça alors que la lutte contre la corruption était le cheval de bataille du président de la République? Ça devient un peu comme l'insécurité, ça s'est transformé en cauchemar pour ce mandat. Ce que je n'ai jamais compris dans ce pays, c'est que lorsqu'on voit un ministre français
allait placer de l'argent dans les paradis fiscaux, donc en violation des lois fiscales de son pays, la France, et qu'il est viré du gouvernement, on ne dit pas que c'est François Hollande qui l'a fait, mais on dit que c'est le ministre. Lorsqu'on voit un camerlingue du pape piocher dans la Banque Vaticane, on ne dit pas que c'est le pape qui a volé, on dit que c'est le camerlingue qui l'a fait. Lorsque l'on voit un secrétaire d'État américain sous Donald Trump commettre des erreurs et ensuite être viré de son poste, on ne dit pas que c'est Trump, on dit que c'est ce conseiller. Bolton, je pense qu'il s'appelait. Mais pourquoi quand c'est un conseiller du président, on dit que de la RDC, on dit que c'est le chef de l'État? Ce n'est pas normal. Ah, c'est normal parce qu'il doit balayer devant sa cour. On suppose qu'il se fait entourer des gens qui sont clean. Normal. Hein? Mais attendez, madame, vous pouvez être clean, mais vous n'êtes pas répondant des cœurs de vos collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas exactement? Nous avons un sieur qui s'appelle M. Vidi Tshimanga, qui se retrouve être pris dans une vidéo où l'on constate qu'il est en train de négocier des pas de porte, des commissions sur un marché. Il prétend le faire au nom et pour le compte du chef de l'État. D'abord, il faut mettre le chef de l'État de côté, puisque ça n'a rien à voir avec lui. En tout cas, c'est le chef de l'État qui nous avait parlé de COP. Hein. Comment le mettre de côté quand lui-même a eu à cautionner à un certain moment. Oui, mais il faut savoir quand il a dit à l'époque, il a dit c'est par rapport à des choses qu'il faut combattre. Et le combat de ce COP a été fait. Parce que sinon, comment vous expliquez le fait que M. Tshimanga aujourd'hui n'est plus conseiller du président de la République? Comment vous expliquez alors que la justice ait ouvert un dossier pénal sur la question? Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, en dehors de M. Tshimanga, qui sont tombées dans le cas de corruption, de détournement de fonds, se retrouvent en prison ou se retrouvent traînés devant la justice? Ça signifie qu'il y a un travail qui est fait. Donc, moi, je condamne avec la plus forte énergie les personnes qui utilisent leur fonction ou leur position autour des institutions pour commettre des forfaits. Il y en a plusieurs. Je condamne avec la plus forte énergie ceux qui veulent politiser l'affaire pour dire que certains proches du président ont piégé M. Vidi parce qu'ils ne l'aimaient pas. Pas question, il faut être responsable de ses actes. Je félicite la justice pour la promptitude avec laquelle elle a réagi pour ouvrir une information judiciaire sur la question. Et je félicite aussi M. Tshimanga qui a eu la décence de lâcher la fonction avant qu'il ne puisse être viré, comme c'était déjà en train d'être préparé au niveau du cabinet du président de la République. Donc, à ce niveau, faisons confiance en notre justice, attendons les résultats des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi ça s'est passé ainsi. Parce que je vous rappelle ici que le président de la République compte plus de 50 conseillers. Lorsqu'un seul tombe dans un tel cas, et le seul qu'on a peut-être la main dans le sac, on ne sait pas ce qu'il en est. Quand c'est un qui est pris comme ça, on ne sait pas. Si la justice met la main sur vous aujourd'hui, vous allez dire « Ah, monsieur le magistrat, vous m'arrêtez, mais il y a plusieurs autres voleurs qui sont en train de courir. » C'est des présomptions, mais les faits sont là. Les faits sont là. Rapidement, on aborde la question. C'est vrai, c'est un peu... Mais vous avez dit tout à l'heure, il nous restait une année pratiquement pour les élections. Vous croyez aux élections en 2023, ça aura lieu? Bien sûr. Félix Tshisekedi, c'est le candidat de la CCU. Bien entendu, nous l'avons déclaré. Est-ce que vous estimez qu'il doit se présenter sous le label UDPS ou label indépendant? Le président de la République aujourd'hui appartient à plusieurs familles politiques, à plusieurs courants. Il appartient à l'UDPS qui est son parti politique d'où il est venu, mais il appartient aussi à l'Union Sacrée, il appartient à la CCU. Ce serait mieux pour vous qu'il se présente en tant qu'indépendant? Candidat indépendant, et il aura ainsi le soutien de tout le monde pour permettre à ce que la majorité des Congolais puissent voter. Rapidement, l'actuel CENI, comment analysez-vous le premier pas de Kadima à la tête de la CENI? Rassurant. 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 Que dites-vous de ceux qui étaient kabylistes hier et qu'aujourd'hui se disent tshisekidistes? Ils sont libres de leurs opinions. Très libres. C'est cela la démocratie. Un peu comme vous. Je suis lumumbiste. Éternellement lumumbiste. Merci beaucoup d'avoir été de notre... C'est moi qui vous remercie. Ce soir, je vous remercie. Nous avons reçu pour vous Thierry Mosenepo, président, j'allais dire éternel, président de la Ligue des jeunes, de la Convention des Congolais unis. Mais il nous a dit ça va bientôt changer, on ne sait jamais. En tout cas, merci. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis.
N'hésitez pas de nous appeler, de nous écrire pour laisser vos suggestions et commentaires. On se dit au revoir, à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité.